Dans cet hôpital de Kaboul, un nouveau service a été ouvert pour accueillir les enfants souffrant de malnutrition. Certains ont besoin d'une assistance respiratoire, d'autres souffrent d'œdème causé par de graves carences en protéines. La plupart de nos jeunes patients qui ne mangent pas à leur faim viennent de la campagne. Avec le froid et la neige qui arrivent, ce sera plus difficile de venir jusqu'à l'hôpital. Le nombre de victimes de malnutrition risque d'augmenter. Depuis 20 ans, l'Afghanistan vivait sous perfusion, financée par des aides internationales. Mais depuis le retour au pouvoir des talibans, plus rien. Les caisses sont vides, les salaires ne sont plus payés. Le nouveau régime peine à gouverner le pays. Les talibans devraient accepter les conditions émises par la communauté internationale. Ils devraient donner aux femmes leurs droits. Ma fille est la première de sa classe, mais elle me demande tristement chaque soir « Quel sera mon avenir ?» En formant un gouvernement il y a 3 mois, les talibans avaient fait de belles promesses aux Occidentaux, notamment sur la question du droit des femmes à étudier et à travailler. Des promesses restées vaines. La communauté internationale rechigne donc à soutenir financièrement la nouvelle République islamique d'Afghanistan. À l'ONU, pourtant, la représentante spéciale pour l'Afghanistan a lancé un véritable appel à l'aide. Abandonner le peuple afghan maintenant serait une erreur historique. Une erreur qui a déjà été commise auparavant, avec des conséquences tragiques. Alors, les grandes puissances doivent-elles porter assistance au plus vite à la population afghane? Comment éviter une catastrophe économique et sanitaire sans pour autant reconnaître de facto le nouveau pouvoir afghan? Les talibans sont-ils prêts à donner des gages de bonne conduite pour éviter l'effondrement du pays? 3 invités pour ce débat. Solène Chalvon-Fioretti, bonsoir. Vous êtes grand reporter. Vous êtes rentré la semaine dernière d'Afghanistan. Vous y avez passé 1 mois et vous réalisez régulièrement des reportages dans ce pays et autour de ce pays. Pour Arte, selon vous, les talibans sont dépassés. Ils sont à la tête d'un État qu'ils ne sont pas capables de gouverner. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée pour la population, car l'hiver sera dur et très dur dans tous les sens du terme. À côté de vous, Sarah Chateau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Afghanistan de Médecins sans frontières et selon vous, le système bancaire est déjà effondré, ainsi que le secteur médical. La question est de savoir si le pays peut encore s'en sortir. Il faut alléger les sanctions dès maintenant pour permettre aux ONG de faire là-bas, sur place, leur travail. Et Sébastien Boussois, bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes associé au Centre d'études de la coopération internationale et du développement, le CECID, c'est ça? C'est ça. Et selon vous, il est illusoire de croire que les talibans vont rentrer dans le rang pour échapper aux sanctions. La communauté internationale est dans une position d'équilibriste excessivement complexe pour empêcher l'effondrement de ce pays. Alors, le chiffre du jour, cher Vincent, il concerne le nombre d'Afghans qui ont besoin d'aide alimentaire. Oui, Elisabeth, ce chiffre, c'est 24 millions. En Afghanistan, 24 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire aiguë. Sur une population totale de 39 millions, ça fait plus de la moitié. Solène Chalvon-Fioretti, vous revenez d'Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous dire comment concrètement vous avez vu cette précarité alimentaire? Est-ce que c'était dans les villes? Est-ce que c'était dans les campagnes? Est-ce que c'était partout? D'abord, c'est une précarité qui est foudroyante, qui est, je ne sais pas comment dire, enfin à l'œil nu, qui est très frappante. Et ça fait longtemps que l'Afghanistan va mal, hein, que cette pauvreté, cette croissance très lente sont là, sont endémiques, la corruption, tout ce qu'on connaît d'avant. Mais là, vous arrivez à Kaboul, vous voyez des gens que vous n'avez jamais vus dans la rue. Vous voyez des enseignantes avec leurs filles dans les bras, vous voyez donc des femmes mendiantes qui ne sont pas des femmes en burqa, ce n'est pas un détail, en général les femmes se cachent pour faire la manche en Afghanistan. Vous voyez des profs, vous voyez des distributions alimentaires partout, mais qui réunissent en fait des tout petits nombres, et en plus ces distributions alimentaires ne sont que le fait du programme alimentaire mondial et du HCR, puisque ce sont les 2 agences onusiennes qui sont autorisées. Le Haut Commissariat aux réfugiés, oui, le HCR. Le Haut Commissariat aux réfugiés qui sont autorisés à donner des dollars, donc ils donnent comme ça des petites distributions de cash. Nous, on a pu assister à ces distributions dans le Panjshir, à Kaboul et dans quelques provinces, mais ça reste des chiffres qui sont extrêmement minces. Donc devant chaque boulangerie de Kaboul, vous avez des cohortes de femmes et d'enfants. Nous, on achète un sandwich. D'ailleurs, on a arrêté, même à titre personnel, en fait, de donner, puisque ça crée des émeutes que les talibans ne contrôlent pas du tout, en fait, puisque les talibans à Kaboul, en réalité, on les voit très très peu. Beaucoup moins que les semaines qui ont suivi la prise de la ville. Et donc, voilà, ce sont des situations qui ressemblent à
à ce que vous avez présentement à l'image dans tous les quartiers de la capitale. Et dans les campagnes, c'est la même chose? Il n'y a pas un tout petit peu plus d'autosuffisance? Non, en fait, les campagnes étaient tellement en souffrance, c'est juste qu'on n'était pas au courant. En fait, on parlait de la guerre et beaucoup moins de la pauvreté. Les campagnes souffraient déjà énormément. Là, ce que vous voyez en ville, c'est très nouveau. Le fait que des gens mangent du pain rassis trempé dans du thé vert, on n'a jamais vu ça avant. Sarah Château, l'hiver arrive, il va être rude. Le panorama de la situation humanitaire est catastrophique, comme on vient de l'entendre. La situation est tout à fait catastrophique et on est en train d'observer aussi, de par l'arrivée au pouvoir des talibans, un calme sécuritaire dans les campagnes et donc des gens qui ont maintenant accès aux villes. Donc beaucoup plus de mouvements de population dans les deux sens, des gens aussi, des déplacés des villes qui retournent vers les campagnes, mais du coup un afflux un peu de cette population qui se dirige, en tout cas pour notre part, vers les structures hospitalières. Et on voit déjà, avant même l'hiver, le nombre d'hospitalisations qui a plus que doublé dans nos structures hospitalières. Donc là, on avait un centre de prise en charge à malnutrition d'une 40aine de lits, on est passé à 75 lits avec des fois 2 enfants par lit. C'est des petits chiffres et des petits indicateurs, mais qui se multiplient sur l'ensemble du territoire. Sébastien Boussois, les talibans sont au pouvoir depuis 3 mois. Est-ce qu'ils sont vraiment au pouvoir? Est-ce qu'ils sont maîtres de l'Afghanistan? Ou est-ce qu'on est encore dans un pays en guerre? Et est-ce que cette guerre civile participe de la pauvreté que l'on vient de décrire? Ce pays s'inscrit dans une guerre qui est terrible depuis plus de 40 ans. Je veux dire, la majorité des Afghans ont connu la guerre. Tout le monde naît aujourd'hui dans des situations assez tragiques avec très très peu de perspectives et très très peu d'espoir en réalité. Je veux dire, une guerre, il faut savoir la faire, il faut savoir la finir, ce qu'ont fait les États-Unis, mais à quel prix? À quel prix d'avant? Et à quel prix aujourd'hui et pour les années à venir? On n'a pas de solution miracle sur l'Afghanistan, comme on n'a pas beaucoup de solutions miracles sur des guerres, je dirais, d'ingérence, puis de destruction, puis avec une sorte d'impossibilité totale à arrêter les talibans. On l'a vu l'été dernier, et on n'a pu que constater effectivement cette chronique d'une catastrophe annoncée. Mais l'économie est à l'arrêt? Quasiment. Les fonctionnaires ne sont plus payés, paraît-il. L'économie est à l'arrêt. Il n'y a plus aucun secteur. Le système bancaire, on en a parlé. Tous les systèmes, qu'ils soient éducatifs, qu'ils soient de santé, sont effondrés. On est véritablement dans une situation où l'Afghanistan avant était subventionné, si je puis dire, par la communauté internationale, en passant par les élites afghanes corrompues, qui ensuite se sont dépêchées de partir avec une grosse partie de la manne, de l'argent que l'on ne récupérera en réalité jamais. Et c'est ça qui est absolument terrible. Donc l'assistanat tel qu'il a été a permis de construire un début d'État qui, à peine, je dirais, commençait peut-être à être globalement viable malgré la corruption des élites. Aujourd'hui, on est dans une situation où les talibans n'ont absolument pas la moindre idée de la manière dont il faut enclencher le fonctionnement d'un État. Ce n'est pas donné juste à tout le monde. Vous ne pouvez pas juste être un mouvement de résistance pendant des décennies, puis comme ça, d'un coup d'un seul, improviser la gestion d'un État. Ils luttent contre la corruption, en tout cas, ils se sont vendus comme tels pour appâter les Occidentaux, mais après, évidemment, ça ne suffit pas. Solène Chalon-Fioretti, cet effondrement extraordinairement spectaculaire, tel que vous l'avez dit, est-ce qu'il était prévisible ? Est-ce qu'on pouvait penser que ça irait aussi vite? Non, alors il y a quand même une question il y a une question folle, qui est comment se fait-il que à Doha, pendant tous ces mois qui ont été à Doha au Qatar, à Doha au Qatar, pendant tous ces mois de négociations. Pendant tous ces mois de négociations, personne n'a imaginé ce qui allait se passer. Évidemment que les Américains n'allaient pas libérer l'argent qui est coincé en ce moment à Washington. Quasiment 10 milliards de dollars, je le rappelle. Des dollars qu'ils sont plutôt en train maintenant de penser à redistribuer à des victimes du 11 septembre. Donc je vous laisse imaginer le décalage. Cet argent ne va très certainement jamais repartir en Afghanistan. Pourquoi n'ont-ils pas décidé de ça au Qatar? C'est quand même n'ont-ils pas discuté de ça au Qatar? Ça nous prouve quand même que les talibans n'avaient absolument pas idée de ce qui arrivait devant eux. Peut-être que ça aurait été différent si, en fait, dans ces négociations, il y avait eu le gouvernement afghan et, du coup, des cadres, des économistes, des gens en capacité de leur dire « Écoutez, Kaboul, aujourd'hui, c'est 4 millions de personnes. Kaboul, en 96, c'est 300 000 personnes. Comment allez-vous gérer un système pareil ?» Donc, c'est complètement structurel. Il y a la responsabilité, évidemment, de la coalition internationale, des élites kaboulis, mais des talibans aussi. Et les talibans aussi, dans l'aspect, justement, structurel. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez dans leur ministère? Ce sont des gens qui, à midi... Vous y êtes allé? Oui, on a rencontré plusieurs ministres. On a eu l'occasion... L'avantage, c'est qu'ils sont quand même encore dans la communication avec les journalistes étrangers. C'est pas du tout dit... Oui,
Oui, en demande, parfaitement en demande, puisqu'ils ont besoin qu'on dégèle, ils ont besoin qu'on allège les sanctions. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne font pas, si vous voulez, assez de communication pour en fait être disponibles. Donc vous arrivez dans un ministère, d'abord tout est fermé à midi, avant quand même l'ancien gouvernement c'était 16h. Là, comme ils ne sont pas payés, mais d'autres fonctionnaires ne sont pas payés, vous le savez mieux que moi, les médecins, les enseignants, donc il n'y a plus personne à midi. Ensuite, vous allez chercher un cadre taliban qui n'est pas là, parce que comme ça fait 20 ans qu'il se bat, il est allé rendre visite dans sa province à sa famille qu'il n'a pas... Donc si bien qu'en fait, vous passez votre temps dans des administrations à les chercher sans les trouver. Sans compter que je rappelle que les talibans de Kaboul centralisent des composantes qui sont très différentes les unes des autres, qui ne s'entendent pas. Et donc en plus, vous assistez à cette division... Des guerres des clans. De guerre des clans très facilement à Kaboul, même parfois ils se tapent dessus devant vous. On va à Washington, on écoute quelqu'un. Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche, est exprimée le 3 décembre sur cette situation avec des propos pour le moins ambigus. On la regarde. Les États-Unis continuent d'être le plus grand, sinon l'un des plus grands, pourvoyeurs d'aide humanitaire au peuple afghan dans le monde. Nous continuerons de discuter avec nos partenaires, avec l'ONU et les autres, des meilleurs moyens d'apporter cette aide au peuple afghan. Et c'est une discussion en cours à laquelle nous nous engageons à continuer de contribuer. Il n'y a pas eu de changement sur les sanctions. Nous avons évidemment eu des discussions avec les talibans, mais notre politique à ce sujet n'a pas changé. Alors là, Sarah Chateau, on entend une intention et puis on comprend que finalement, il n'y aura pas d'aide. Pour l'instant, l'aide n'arrive pas, n'arrive que très peu. Les sanctions pèsent énormément sur le pays. Il y a eu de la part des États-Unis une levée des sanctions en ce qui concerne uniquement l'aide humanitaire. Donc c'est déjà un petit pas en avance qui nous permet aux humanitaires de pouvoir opérer, parce qu'il faut savoir que dans le quotidien, on est en interaction avec les autorités talibanes. Mais est-ce que l'argent est versé directement aux ONG? Est-ce qu'ils réussissent, les donateurs, à contourner le gouvernement? L'argent est versé directement soit des États aux ONG ou aux organisations internationales. Après, c'est pas les ONG, les organisations internationales n'ont pas la même capacité à gérer un système, alors sanitaire en l'occurrence, mais ça se répercute sur tous les systèmes. 75% du système sanitaire était financé par l'aide internationale. Donc c'est vrai que la capacité qu'on peut avoir, nous, ONG ou organisations internationales, à reprendre en main ce type de système n'est pas de la même envergure. Donc il y a des efforts de fait, il y a une montée en puissance. On a tous essayé de développer, d'amplifier nos opérations dans un contexte sécuritaire qui est quand même assez compliqué. Il ne faut pas aussi l'oublier avec la présence de groupes djihadistes. Donc c'est évidemment des questions qu'on doit en permanence se reposer pour pouvoir avoir une présence conséquente. On a plus de 2300 salariés, 60 expatriés. Et vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les seuls. On va dans des zones qui sont difficilement accessibles parfois. Donc c'est vrai que ce pouvoir intervenir et monter en puissance dans un contexte sécuritaire tendu et avec des sanctions qui ne sont pas levées de la part des Nations Unies, par exemple, c'est très, très compliqué. Sébastien Boussois, quel gage doivent donner les talibans pour débloquer rapidement l'aide internationale? Pour que soient levées les sanctions. On a parlé des négociations à Doha et de ce que les Qataris ont essayé de faire. Moi, j'avais été au mois d'août à Doha et j'avais pu discuter, y compris avec les anciennes élites afghanes qui se trouvaient complètement désemparées et qui étaient vraiment, effectivement, devant ce fait accompli, de se dire comment on en était arrivé là. Les gages que pourraient donner les talibans, c'est ce que certains avaient cru à l'été dernier. Ce processus de normalisation, les droits des femmes, l'inclusivité, mais fondamentalement, je crois que plus personne n'est dupe aujourd'hui sur la génétique même de l'idéologie des talibans. Peut-être que ce qui peut faire évoluer, c'est de se rappeler quand même qu'on est aujourd'hui de retour dans le grand jeu de l'Asie centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les États-Unis et que les Occidentaux. Il n'y a pas que le déversoir d'aide humanitaire sans rien. Je pense qu'il faut miser, même si ça nous gêne bien souvent, vers ce que la Russie, la Chine et l'Iran sont en train d'essayer de faire, c'est-à-dire considérer que si l'on pouvait désenclaver l'Afghanistan en relançant une forme d'économie et en y participant. Évidemment, probablement que ceux-là le font en réaction aux Américains et à l'échec de la politique américaine pendant 20 ans. Peut-être que ça, au moins, ça pourrait transformer une économie qui ne soit pas uniquement une économie d'assistanat et de la drogue, mais qu'elle soit une forme d'économie plus dynamique. Et les Chinois, on les avait bien vus, se sont rencontrés avec les talibans avant la chute de Kaboul. Et il y a une réunion à Moscou, je crois que c'était il y a un mois, pour la relance
de l'Afghanistan. Tout le monde est dessus. Nous n'avons pas les mêmes moyens, les mêmes projets, les mêmes ambitions. Mais c'est un projet et c'est une histoire malheureusement extrêmement compliquée. On va en reparler, mais on va s'attarder avec vous, Nadia, sur le rapport de Human Rights Watch qui vient de tomber sur les violences politiques. Exactement, qui a été publié la semaine dernière et qui est intitulé « Pas de pardon pour les gens comme toi ». C'est une citation d'un chef taliban adressée à ceux considérés comme des traîtres. C'est une enquête qui a été menée dans 4 provinces, c'est-à-dire à l'écart de Kaboul et donc à l'écart des regards, et qui révèle donc comment les forces talibanes ont exécuté ou fait disparaître, et je mets évidemment des guillemets à disparaître, plus d'une centaine de militaires ou de fonctionnaires de l'ancien régime afghan, tout ça entre le 15 août et le 31 octobre. Le mode opératoire est quasiment toujours le même, ça se passe généralement de nuit, pendant des perquisitions particulièrement violentes, et très vite, les proches n'ont plus de nouvelles. Pour identifier les personnes à arrêter et donc à tuer, les talibans n'ont qu'à se servir, visiblement, c'est ce que raconte le rapport, dans les dossiers qui ont été abandonnés par l'ancienne administration, tout y est ou presque, les noms, les adresses et les grades, et tout ça se passe en dépit, on en avait parlé ici, de la promesse d'amnistie générale qui avait été prononcée par les talibans à la mi-août, talibans qui donc, à la publication de ce rapport, ont réagi. Ils ont évidemment fermement nié ces accusations de vengeance et de représailles. L'enquête a également suscité la publication d'un communiqué qui a été signé par beaucoup de pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, dans lequel on lit ceci: les cas signalés doivent faire l'objet d'enquêtes rapides et transparentes et les responsables doivent pouvoir rendre des comptes. Solène Chalvon-Fioriti, comment concrètement contraindre les responsables à rendre des comptes sur ces exécutions sommaires? Comment on fait ? D'abord, c'est une question compliquée parce qu'il y a beaucoup d'exactions qui ont lieu en Afghanistan. Je ne remets pas du tout en question ce rapport et en plus, je connais des gens qui travaillent pour Human Rights Watch en Afghanistan qui font un travail extraordinaire dans des conditions extrêmement dangereuses et qui protègent leurs sources, et c'est vraiment tout à leur honneur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'exactions qui sont produites en Afghanistan et qu'on met très facilement sur le compte des talibans. Donc parce qu'il y a évidemment, il y a plein de gens qui sont sortis de prison. Vous n'êtes pas passé à côté de cette information. Quand les talibans ont pris le pouvoir, ils ont ouvert les portes et donc vous vous retrouvez quand même, notamment dans le cas de magistrats ou d'anciens fonctionnaires de police, notamment des femmes, vous vous retrouvez avec des cycles vengeurs qui sont bien souvent le fait d'hommes qui ne sont pas talibans. Et il y a notamment 4 femmes qui ont été tuées à Mazar. La semaine dernière, tout le monde a dit que c'était l'œuvre des talibans, des femmes qui avaient cherché à fuir le pays. Les talibans ont retrouvé les hommes qui étaient derrière le crime, qui n'étaient effectivement pas talibans. Dans ce cas précis, c'est terrible parce qu'on n'a aucun moyen, en fait, on n'a aucun moyen de faire pression. On n'est plus sur place, il n'y a plus d'État afghan sur place pour le faire. Les talibans feront quelque chose, c'est sûr, parce que d'abord, ce rapport leur fait beaucoup de tort, puisque, encore une fois, ils sont en permanence en train de parler de cette amnistie. Nous, toutes les interviews qu'on a eues, on nous a parlé d'amnistie. Et je me permets juste de raconter très vite cette anecdote personnelle, puisque je trouve qu'elle est parlante. Le dernier soir avant mon départ, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte de notre appartement à 1h30 du matin. C'était des talibans. On était très étonnés parce qu'ils font très attention avec nous, ils restent à distance, ils ne nous embêtent pas dans notre travail. À 1h30 du matin, il appelle, on joint des contacts, on essaie de comprendre. Et en fait, il cherchait quelqu'un. Et cet homme a disparu. La voiture a disparu, 1h30 du matin, à Kaboul, la nuit tombe à 5h, je peux vous dire qu'il n'y a plus une femme dehors. Il a disparu et en fait, on a su, en remontant les sources, en demandant d'ailleurs à des porte-paroles de différents ministères, on a su que c'était des hommes de ce qu'ils appellent de l'intelligence, c'est-à-dire des hommes des services, qui recherchaient un homme, voilà, à 1h30 du matin. Donc vous pouvez vous imaginer, si à Kaboul, ils le font de cette manière, alors que Kaboul est exposé, dans les angles morts, on sait que ce qui se passe et ce qui se passe est terrible, notamment, surtout pour les agents du renseignement, qui étaient des milliers en Afghanistan et qui ne sont pas sortis, qui n'ont pas été évacués. Alors, il y a en Afghanistan un président autoproclamé, il s'appelle Amroullah Saleh. Thibault Nolte l'évoque, le passe au rayon X. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Amroullah Saleh, j'ai vos radios sous les yeux, c'est invisible. Vous êtes président de l'Afghanistan depuis le 15 août. Du moins, c'est ce que vous avez déclaré après que vos ennemis jurés, les talibans, ont pris Kaboul. Vous invoquez la Constitution qui prévoit qu'en cas d'absence, de fuite, de démission ou de mort du président en exercice, ici Ashraf Ghani, le premier vice-président, ici vous-même, devient président. Je dis à mon peuple, dormez tranquille. L'Occident se couche, pas moi. En réalité, vous vous êtes planqué. D'abord dans l'imprenable vallée du Panchir aux côtés du fils du commandant Massoud, et depuis qu'elle est prise, peut-être au Tadjikistan. Vous avez peu de moyens militaires, mais vous avez Twitter et une sacrée dose de niaque. I prefer to be
killed by 100 bullets, but not to sign a deal in which the Afghans are denied the right to elect their leaders. Orphelin ayant rejoint Massoud face aux Soviétiques en 1990, vous êtes ensuite employé au ministère de la Défense. Et déjà, vous devez fuir à l'arrivée des talibans en 1996. Ils torturent votre sœur pour obtenir votre planque. Vous deviendrez leur plus féroce ennemi. Moi aussi, je les ai passés au rayon X. Ils sont cons comme une valise sans poignée. Après, le 11 septembre, vous aidez la CIA, puis vous dirigez les services secrets. Vous avez des yeux et des oreilles partout, même au Pakistan. Alors quand le président Karzai veut dialoguer avec les tyrans théocrates, vous sonnez l'alarme. Il vous limoge en 2010. Alors vous fondez Afghanistan Green Train Party qui se contrefout d'écologie mais veut éradiquer les perturbateurs endoctrinés. C'était bien parti et puis ça a foiré quand les USA sont partis, comme la COP21. Vous êtes élu vice-président en 2019. Le premier jour de campagne, l'attaque de votre QG fait 30 morts. Vous fuyez par les toits, vous voulez négocier. Eux, non. En 2020, une bombe fait 10 morts au passage de votre convoi. En septembre, votre frère est exécuté. Mon cher Amroullah, vous avez troqué votre royaume pour un cheval, et vous avez bien fait. Merci Thibault. Une dernière question, Vincent. Sébastien Monceau, on peut parler d'opposition démocratique ou c'est insignifiant politiquement en Afghanistan ? Je crois que c'est vraiment, à ce stade-là, la constitution même d'une opposition paraît extrêmement compliquée en l'état. Je crois que le plus important à surveiller est toutes les factions qui, en fait, veulent la peau des talibans, en dehors de tout schéma démocratique, dont Daesh, par exemple. Ils sont à 5 ou 6 000, si je ne me trompe pas, et ils cherchent à recruter un maximum parce qu'ils considèrent les talibans, de toute façon, comme des corrompus et comme des impies. Ils ont négocié au Qatar avec les Américains, avec l'Union européenne, avec les Nations unies. Je crois que leur objectif, le Saint Graal, c'est évidemment de faire la peau des talibans qui montreront très rapidement devant la population afghane qui sont complètement incompétents comme les autres. Et après, ça sera la course à l'échalote de qui voudra ensuite continuer à faire malheureusement de ce pays le cimetière des ambitions djihadistes diverses et variées du monde. Ça fait 40 ans qu'on est dans ce recyclage permanent, hélas, pour les Afghans. C'est le mot de la fin pour ce débat glaçant mais intéressant ô combien. Merci à tous les trois.